Il est 8h48, merci d'être avec nous, c'est le petit déjeuner de l'actu, Arlette Chabot et Elisabeth Lévy, mais pour l'instant nous sommes avec Daniel Dupuis, le père de Marine, l'Audoise de 28 ans qui a été tuée par son compagnon en 2014. Oui, et puis il y avait un procès en appel, c'était le dernier de l'année pour féminicide dans l'Aude, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons en ligne avec nous Daniel Dupuis, bonjour. Bonjour. Pour vous, c'était important ce procès en appel et qu'il y ait une condamnation qui soit très forte à l'encontre donc du meurtrier de votre fille. Alors voilà, c'était très très important pour nous, pour moi, donc pour ma famille. C'était quelque chose qu'on avait appréhendé beaucoup au départ ou quand le meurtrier avait fait appel. Oui. Mais on avait rebondi par rapport à ça et dire il faut que ça nous serve et il faut que la vérité sorte et qu'il puisse, et justement il a pu montrer l'atrocité un petit peu de son geste, de ce qu'il a fait, et surtout la peine on va dire a été exemplaire par rapport à un crime de féminicide, c'est-à-dire que c'est une des rares fois où on va voir de la sûreté par rapport à une peine. Oui. Oui, il a 28 ans, 28 ans de réclusion criminelle, dont 18 ans de sûreté. En fait, voilà, exactement. Ça. Donc ça veut dire que sa dangerosité a vraiment été montrée. Oui. Et donc c'est quelque chose, on va pas dire qui nous satisfait, parce que voilà, Marine n'est plus là, et ce qui nous satisferait, c'est que Marine soit là, et qu'on ne soit pas dans ces conditions-là. Mais c'est quelque chose où nous, on va pouvoir se reconstruire, se projeter, les enfants surtout aussi, de dire qu'il ne sortira pas peut-être avant 60 ans, 65 ans. Et voilà, nous on est détruits, mais je pense que ce que je voulais, c'est que lui soit détruit aussi par rapport à ce qu'il a fait. Parce ce qu'il a fait. Alors, on rappelle ce qui s'était passé. C'était au mois d'août, il y a 5 ans. Donc, Marine lui avait annoncé son envie de le quitter, et donc lui, entre guillemets, s'était vengé immédiatement. Lui avait donné, asséné 18 coups de couteau. C'est ça, dont 3 mortels. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, évidemment, c'est ce que vous avez dit. C'est important aussi pour les enfants, quoi. Bien sûr aussi qu'il y ait cette condamnation, quoi. Voilà, exactement. Et surtout que la vérité soit ressortie, c'était important. Déjà de montrer qu'il pouvait être dangereux. Au premier procès, il n'avait fait que pleurer, il était plaintif, il s'exprimait pas. Et là, vraiment, au procès d'appel, le président de la Cour a réussi à lui montrer, à lui faire sortir des choses où il a pu avouer qu'il l'avait achevé. Et c'est un mot très fort, qu'il l'avait achevé. Un énorme coup de couteau en lui fracturant le sternum dans le cœur. Et donc, lui, il l'a dit. Il l'a dit. Quand les photos étaient projetées du corps de Marine, il les a jamais regardées, alors qu'il y avait Léa, la petite sœur de Marine, qui était à côté de moi, qui les regardait, qui les affrontait. Donc, c'était pour montrer un petit peu cette lâcheté qu'il a eue. Et donc, c'était... pour moi, c'était aussi important de voir ces photos. C'est important, dur, j'imagine quand même. On rappelle de Marine qui avait 28 ans, qui était employée à la calandrette de Narbonne, donc elle était dans sa maison de l'Aude. Et donc là, ce sont hier les jurés de l'Hérault qui ont décidé d'alourdir la peine. Il y a Elisabeth Lévy, Elisabeth et Arlette Chabot. Elisabeth, vous vouliez poser une question ou une réflexion? Oui, d'abord, je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre fille, bien sûr. Bonjour monsieur. Je voulais savoir, premièrement, s'il y avait eu des signes avant-coureurs, si c'était une espèce d'irruption de violence dans une vie, dans une existence normale, première chose. Et la deuxième chose, si vous estimez avoir été bien accompagné par les services de police et par la justice. Alors, les signes de violence, je vais revenir dessus, c'est que bien sûr que le couple n'allait pas, on le voyait. Alors, en plus, Marine, elle habitait loin, on en Saône-et-Loire, elle habitait dans l'Aude. Oui, c'est ça. Pour retracer un petit peu, elle était venue rejoindre à 20 ans sa mère qui travaillait dans l'Aude. Et le rôle de sa mère a été aussi mis en cause un petit peu dans le procès, ce qui était un petit peu particulier dans ce procès par rapport à l'action du meurtrier. Et donc, ensuite, oui, au niveau des signes, c'est après qu'on les voit. C'est-à-dire que j'ai les amis de Marine qui m'ont dit « mais si, il m'avait dit ça, mais si, Marine m'avait dit si ». Et quand on a mis tous ces petits signes les uns avec les autres, c'est là où on se dit ça faisait une alerte.
Oui, parce que visiblement, Danielle Dupuis, il ne s'entendait plus très bien puisqu'elle avait donc dit qu'elle voulait se séparer, quoi, partir. Voilà, c'est ça. Elle voulait partir. Elle l'avait décidé. Je peux vous retracer juste les derniers instants ce qui était dit au procès. Hein. Lui, il était venu en Saône-et-Loire on est séparés, chez la mère de Marine. Marine ne répondait plus à ses textos, ne répondait plus aux appels de sa mère à sa mère. Ils ont entretenu, comme a dit le procureur, des pensées ruminatoires un petit peu de cette personne-là, en lui disant voilà, elle est en train de te jouer un sale coup, voilà, tout un tas de textos, de messages comme ça, qui, lui, il est revenu dans l'autre. Là, j'en veux, c'est ce que j'ai dit dans mon témoignage. On met pas quelqu'un comme ça dans le train, dans un état comme ça, et on ne dit surtout pas à sa fille, va le chercher à la gare. Et donc voilà, et c'est toute une histoire, tout un engrenage qui s'est fait. Où lui était voilà, avait des. Mais elle, Marine, n'était pas allée signaler des violences ou quoi que ce soit à la police ou à la justice auparavant, quoi. Il y avait eu une alerte. Il y avait une alerte. Quelques temps avant, je crois quelques mois, où elle avait dit à sa copine, il a essayé de me lever la main dessus. Et Marine lui avait dit, t'as pas intérêt à me taper. Et lui, il avait dit, si tu pars, c'est beaucoup plus que je te ferai. Donc la copine avait appelé les gendarmes en disant voilà ce que m'a dit Marine, etc. Donc les gendarmes avaient dit c'est à surveiller. Et ensuite, le jour du meurtre, les gendarmes ont été appelés par les amis de Marine, parce que Marine, dans l'après-midi, leur avait dit oula, il est violent avec moi. Les gendarmes sont venus au domicile. Ils ont demandé à l'un, à l'autre, est-ce que tout va bien? Je disais, bien sûr, quand on voit les gendarmes, j'ai impressionné, donc on dit jamais que voilà, tout ce qui se passe. Et donc ils ont dit oui. Donc les gendarmes sont repartis. Ils ont croisé les copains qui repartaient, qui étaient là, qui arrivaient pour voir Marine, et ils leur ont dit la prochaine fois, vous nous appellerez pour quelque chose de plus sérieux. Comme a dit le président de la Cour, je pense qu'il y a des gendarmes qui ont dû se faire tirer les oreilles quand même. Non mais c'est merci et tout notre soutien Danielle Dupuis. Beaucoup de messages sur Twitter pour vous, Danielle Dupuis, qui salue votre dignité d'abord et votre courage, et ils sont tous surtout, avec vous. Je vous remercie, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui va me faire avancer maintenant, c'est la lutte que je vais mener justement contre ces violences. Pouvoir reconstruire, alors me reconstruire moi sûrement, mais reconstruire aussi les autres par des interventions, par des témoignages. Et je voudrais surtout vous remercier parce que vous êtes un des médias qui a pu diffuser mon témoignage. Grâce à Christine Bouillot, qu'on remercie au passage, Christine. Qui vient d'envoyer un message justement. Je pense que vous faites avancer le combat sur les féminicides. Et il n'y en a pas tant que ça au niveau des médias qui le font. Et là je voulais vraiment vous remercier. Et voilà, au niveau de ce que vous faites et de votre engagement. Christine Bouillot est très engagée, ça c'est sûr. Merci Danielle Dupuis, et on est de tout cœur avec vous, et on suivra justement votre combat. Et notre antenne vous est ouverte. Oui, on va poursuivre dans un instant le petit déjeuner de l'actualité. Arlette Chabot et Elisabeth Lévy, d'un mot justement, on voit que quand même ce combat est important en fait à mener, et que il faut ouvrir les yeux sur certaines situations, quoi. Oui, on peut détester, je commence. On peut détester le mot féminicide parce que bien sûr. Mais en tout cas, c'est identifié. On comprend ce que c'est aujourd'hui et on comprend qu'il faut évidemment ça s'arrête. Et que les signalements en fait assez vite débouchent sur quelque chose. Alors on parle aujourd'hui. Là aussi, pas d'accord avec l'acceptation par l'Ordre national des médecins de la levée du secret médical quand il y a effectivement de violence et qui pourrait être signalée par les médecins, notamment à l'hôpital. On verra si ça marche. Tout tenter, voilà. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'au contraire, les femmes se confieront moins parce qu'elles ont peur et elles ne souhaitent pas dénoncer leur mari, ou elles ont peur qu'on le dénonce? Ou est-ce qu'au contraire, parce que c'est un médecin, il pourra les aider? Non, très brièvement, je répète juste que pour moi, si vous voulez, quelqu'un qui assiste à des violences, il a évidemment le devoir de le signaler. Si vous entendez du bruit de l'autre côté de la cloison, c'est un devoir. Et c'est peut-être même un devoir légal, j'en suis pas sûr, mais je le pense. En tout cas, moral. Assistance à personne en danger. En revanche, je le répète, le médecin, si vous voulez, c'est quand même quelque chose de très particulier. Les gens vont le voir précisément. Il y a cette idée du secret, il y a cette idée que on se confie à son médecin. Et
que le médecin puisse prendre une décision qui consiste à porter plainte sans l'avis de la patiente, moi, ça me choque beaucoup. En tout cas, si ça peut sauver la vie, c'est toujours positif. Merci. Allez, dans un instant, on poursuivra juste après le rappel des infos, notre petit déjeuner d'actualité, et on viendra aussi sur la réforme, évidemment, des retraites. Ne bougez pas, 8h58, c'est le grand matin Sud. Et il est 9h04, c'est le retour d'Arlette Chabot, d'Elisabeth Lévy, de vos appels au 0826 300 300 pour évoquer, je crois, les retraites un peu, Patrick, quand même. Bah oui, est-ce qu'on va quand même réussir à s'en sortir on est dans une forme d'impasse. Alors là, quand je me tourne, vous n'avez peut-être pas l'image, mais il y en a qui ont l'image. Il y en a une qui se défile, c'est Elisabeth. Non mais franchement, Arlette, j'ai hâte de... Bon, il y a des négociations cet après-midi. Donc hier, Édouard Philippe a reçu un par un les syndicats, les partenaires. Et aujourd'hui, il les reçoit tous ensemble, si je puis dire. Quoi. Bon, qu'est-ce que... dans son bureau, à mon avis, ils vont pas chanter quand même, dans son bureau. On attend surtout des annonces du gouvernement. C'est-à-dire que hier, en fait, je pense que le Premier ministre, mais tout était connu, il a relisté toutes les demandes des syndicats et toutes les oppositions. Donc, Laurent Berger disent la ligne rouge, ça reste l'âge pivot à 64 ans, que Philippe Martinez vienne dire faut retirer l'ensemble de la réforme. C'est franchement pas une surprise. Qu'il y ait des améliorations demandées par les réformistes, rien d'étonnant non plus. Qu'il y ait des avertissements de Philippe Martinez sur un dérapage possible du mouvement. Franchement, je pense qu'Édouard Philippe, il n'y avait rien que des choses connues, quoi. Rien de nouveau encore une fois. Maintenant, comment le gouvernement bouge ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher les réformistes, il bouge sur l'âge pivot en trouvant... il ne va pas se retirer complètement, mais est-ce qu'il trouve un aménagement, un délai supplémentaire pour l'application ? Est-ce qu'on est sur 63 ans au lieu de 64 ans ? Et dans 5 ans, 6 ans, 10 ans au lieu de... Bon, ça c'est une possibilité. Mais franchement, le mouvement ne va pas s'arrêter dans 48 heures. Il n'y aura pas une reprise du travail tout de suite. Donc, il faut qu'il y ait des gestes du gouvernement significatifs s'il veut que les réformistes, encore une fois, reviennent dans le jeu. Les réformistes, vous parlez de la CFDT, je parle CFDT, CFTC, CGC, l'UNSA. Mais regardez les difficultés. Tout le monde sauf la CGT Sud, en fait. Oui, mais quand même, regardez même l'UNSA, c'est compliqué, parce que l'UNSA est le premier syndicat à l'RATP. Et c'est quand même... ils sont autonomes, c'est le cas de le dire, à l'intérieur de la Confédération. Et c'est pas parce qu'il y aura d'autres avancées sur la pénibilité ou sur l'âge minimum des pensions que, franchement, les conducteurs de la RATP vont reprendre du boulot. Oui. Non, mais moi, ce qui m'étonne un tout petit peu, Arlette, c'est... D'accord, globalement avec tout ce que vous venez de dire, c'est que depuis les annonces en fait d'Édouard Philippe, on a quand même le sentiment qu'ils ont essayé de déminer par petits bouts, c'est-à-dire ils ont envoyé Buzyn parler aux hospitaliers, Blanquer est allé parler aux Jean-Michel Blanquer aux profs, et pour la RATP, ils demandent au ministre des Transports. Donc déjà, j'ai l'impression que là, ils sont déjà en train de faire des concessions. Et par ailleurs, j'entends quand même une petite musique. Emmanuel Macron lui-même a dit il s'agit, à propos de l'âge pivot, de proposition. Une proposition, ça doit être discutable. Oui, donc il dit même j'ai qu'on le peut sentiment que d'un côté... Alors vous dites améliorer, parce que ça c'est... C'est ce qu'il dit, c'est l'expression du président. C'est effectivement leurs éléments de langage. Améliorer, ça veut effectivement dire soit lâcher un an, soit renvoyer ça totalement. Alors, non, je peux poser une question. Oui, poser une question. Arrête, bien sûr. Est-ce qu'il va pas perdre à ce moment? Non, mais est-ce que ce faisant, il va pas perdre le parti de l'ordre, c'est-à-dire les retraités, la droite? C'est tout la problématique, c'est un choix politique que fait le gouvernement aujourd'hui, quoi. Le choix politique, c'est d'imposer un âge pivot pour envoyer un signal à l'électorat de droite. Et évidemment, Édouard Philippe y tenait beaucoup. Et Emmanuel Macron l'a accepté aussi, l'âge pivot, report, en fait, de l'âge de départ à la retraite, de fait, c'est ce que dit la droite. Donc c'est un signal envoyé aux électeurs de droite. S'il bouge, est-ce qu'il perd un électorat de droite ? S'il assouplit la position sur la RATP ou la SNCF, les régimes spéciaux, là aussi il y a un risque de perte, évidemment, du côté de l'électorat de droite. Donc c'est un choix politique. Et ça, c'est pour ça qu'il y a du dosage dans le mouvement ou les concessions que peut faire le gouvernement. Il y a beaucoup d'habillage, parce qu'en même temps, par exemple, le régime spécial de la SNCF, il est de toute façon voué à l'extinction, puisque les gens qui entrent depuis un an, je pense, n'entrent plus au statut. Donc, non, mais c'est vrai. Donc vous pouvez toujours faire de l'habillage communicationnel. Nous avons Barbara qui est avec nous de Carcassonne au téléphone. Bonjour Barbara. Bonjour, merci pour votre accueil. Je vous en prie. Alors, allez-y. Oui. Je souhaitais juste intervenir en parallèle de la question des retraites, parce que pour moi, ce que je perçois
parmi les possibilités pour régler le problème des retraites, à la fraude sociale. Quand je dis la fraude sociale, c'est au niveau des cotisations que des prestations. C'est-à-dire, je ne fais pas vraiment une différence entre les deux. La différence aux petits fraudeurs. Alors, on ne vous entend pas bien, oui, mais oui, vous, allez-y, répétez, rapprochez-vous bien peut-être de votre téléphone. Voilà. Si vous voulez, pour moi, le problème, c'est aussi de régler la question des fraudes sociales, en prenant en compte les cotisations et les prestations. Je pense à faire vraiment entre les gros fraudeurs et les petits fraudeurs. Je pense que si véritablement... Ah, votre téléphone passe pas bien, mince. Barbara, non mais c'est vrai. Alors, on a compris la question quand même, qui est pertinente. C'est vrai, c'est en marge. Et d'ailleurs, il y a plein de questions périphériques à cette réforme des retraites, c'est-à-dire l'âge des seniors, le chômage aussi chez les jeunes, pour ne pas qu'ils tardent trop aussi à rentrer au marché du travail et qu'ils cotisent. Donc au-delà de 45 ans, 50 ans. Et donc cette question aussi des fraudes aux cotisations. C'est peut-être en marge, mais je crois qu'en termes de montant, ce n'est pas complètement marginal. Maintenant, bien sûr. Maintenant, quel est le prix à payer, si vous voulez, pour en venir à bout, est aussi élevé, pas seulement en termes financiers, mais en termes de mise en place de contrôle. C'est-à-dire que vous allez, pour attraper les fraudeurs, vous allez enquiquiner des millions d'honnêtes citoyens avec de nouveaux contrôles. Alors, je suis d'accord que c'est un chantier qu'on devrait employer. L'informatique devrait nous y aider, tout de même, mais je sais pas. Arlette, c'est vrai qu'il y a... Oui, la fraude sociale, mais tout le monde cherche au fond où y a-t-il de l'argent qu'on pourrait récupérer pour éviter de travailler plus longtemps. Il faut quand même dire un peu les choses. Personne, tout le monde n'a pas forcément envie de continuer à travailler jusqu'à 64, 65 et peut-être demain 66 ou 67. Pas non comme plus, on le fait d'ailleurs. Pas non plus le bagne de travailler. Non, ça dépend ce qu'on fait. Oui, voilà, ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend du travail que l'on fait. Et si on a encore un boulot en plus, quoi. Voilà. C'est surtout ça. C'est le problème. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens de travailler plus longtemps s'il y en a déjà que 30-40% qui travaillent quand ils atteignent l'âge de la retraite. Et que les entreprises aujourd'hui disent à partir de 50 ans, grosso modo, il me coûte trop cher, il ne me rapporte pas suffisamment, donc si on peut s'en séparer, rupture conventionnelle. À partir de 50, à partir de 50 heures, bien sûr. Parce que plus vous avancez et plus vous approchez de la retraite, c'est encore plus compliqué, quoi. Évidemment, pour les entreprises aussi, parfois pour se séparer. Alors on peut toujours trouver, mais donc voilà, donc c'est pour ça que... une hypocrisie quand même du côté des chefs d'entreprise qui disent qu'ils sont les premiers partisans du report de l'âge de départ à la retraite et qui en même temps sont très contents effectivement d'utiliser des tas de mesures. Autrefois, on se souvient, c'était les plans pour les pré-retraites qui coûtaient très cher à l'État. Bien sûr. Et à partir de 53 ans, 56 ans et 3 mois, on disait aux gens dehors et on vous paye tranquille. C'était pour les aciéries, ça. C'était pour des... Pour plein d'autres etc. Mais pas seulement. On a corrigé, mais reste que c'est un problème, effectivement. Est-ce que la ligne est revenue avec vous, Barbara de Carcassonne, parce qu'on avait du mal à vous entendre. Pourtant, Carcassonne, c'est pas très loin, mais quand même. Barbara ? Je vous remercie. J'ai bien entendu ce que vient de dire, je crois que c'est Madame Lévy. Oui. Moi, il y a juste une chose qui me trouble énormément. C'est que effectivement, oui, on ne doit pas enquiquiner les braves Français. Justement, ce sont ceux-là qui ne fraudent pas. Mais il y a justement une fracture sociale, morale qui est en train de se créer entre tous les gens honnêtes qui payent leurs cotisations, qui payent leurs impôts, qui serrent de plus en plus la ceinture. Je parle des classes moyennes. Oui, c'est vrai. Les vrais pauvres, parce que on nous appauvrit en tant que classe moyenne et on nous rapproche des vrais pauvres. Et il y a une fracture morale avec les gens dont on sait qu'ils fraudent dans des proportions extrêmement importantes. Et ce qui m'a profondément choquée, c'est quand j'ai appris que la sénatrice Nathalie Goulet, ce sont ces mots, je vous cite de mémoire, a dit qu'elle n'avait pas pu, quand elle a remis son rapport justement sur la fraude sociale, elle n'a pas pu accéder parce que on lui a fermé les portes. Alors oui, on n'y a pas que fermé. Non mais c'est vrai, on lui a pas que fermé les portes. Visiblement, on n'avait pas non plus tous les éléments à lui fournir. C'est ça qui était encore plus terrible, quoi. Ils sont gestionnaires. C'est de l'argent public. Si ceux qui en sont gestionnaires et comptables envers les Français ne sont pas capables de produire les chiffres, alors excusez-moi, qu'on change et qu'on mette des vrais comptables à la place. Non mais ce n'est pas faux, Barbara. C'est plein de
bon sens ce que vous dites, parce que c'est probablement là où il y aurait beaucoup à faire aussi. C'est pas ce qui va sauver le régime des retraites, mais ça y contribue. Mais bien sûr. Ça rejoint un mal français, je crois que c'est Marcel Gauchet qui m'en parlait il y a pas longtemps, qui disait on a un problème en France. Intellectuel de gauche, oui. C'est le de gauche. Bon, allez, discute. Je continue. C'est le diagnostic, c'est-à-dire que nous ne savons pas quelle est notre situation exactement. Et ça, on a souvent ce type de problème. Et puis le mal français aussi, c'est de dire c'est pas bien, il y a une fraude, et après qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation, et on attend le prochain rapport. Merci à toutes les deux. Merci donc à Barbara. Vous pouvez continuer d'appeler 0826 300 300. Est-ce qu'il faut une trêve pendant les fêtes, à la fois dans les trains, dans les transports, et puis ce qui est assez terrible aussi et dénoncé par certains, les coupures d'électricité, bien sûr, quoi. Et on en parlera chez Valère Expert d'ailleurs. Twitter 67% de non, pas de trêve, et Facebook 88% non, pas de trêve. Oui, c'est-à-dire que les gens disent qu'il faut, ce sont les gens qui votent, bien sûr, quoi, mais qui disent il faut continuer, c'est-à-dire il faut pas lâcher la pression, quoi, pas lâcher la pression pour pouvoir sortir avec un bon accord. On en parlera avec nos invités dans un instant. Ne bougez pas, il est 9h15.